bonjour, bienvenue à l'ACC 2019. Je suis Gabriel Steck de l'hôpital Bichat. J'ai le plaisir de faire une revue de cet excellent congrès avec Gilles Montelesco de la Pitié-Salpêtrière. Alors ça a été un congrès extraordinairement riche, très beau congrès, avec des grands résultats. On peut peut-être commencer par un des grands essais qui est Augustus. Donc un essai dans la fibrillation auriculaire chez les gens qui viennent d'être stentés, avec toujours cette question du traitement antithrombotique optimal. Et là, Augustus, c'est à la fois la plus grande étude et probablement la plus facile à interpréter. La plus complète, avec une double randomisation. Pour la première fois, on a aussi randomisé l'aspirine ou pas l'aspirine. Et puis on a l'autre randomisation anticoagulant, antivitamine K versus l'apixaban. Et puis, il n'y a pas de surprise. On trouve ce qu'on avait vu dans les autres études, c'est-à-dire qu'en effet, avoir l'apixaban dans ce cas-là par rapport aux antivitamines K, on réduit les hémorragies considérablement. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et on a aussi une réduction des hémorragies lorsqu'on enlève l'aspirine. Alors, on a 4600 patients. On se précipite dans les tableaux pour voir s'il y a un prix à payer pour ce bénéfice sur les hémorragies. Et globalement, ça se passe quand même bien au plan ischémique, un peu comme les autres études, mais maintenant, plusieurs études indépendantes confirment cela. Alors, les gens iront peut-être voir les chiffres absolus, et il y a des petits signaux du côté de l'aspirine. 0,89 de risque relatif sur les décès et accidents ischémiques. Voilà, et puis si on va vers l'infarctus, on voit qu'il y a 20% d'excès peut-être d'infarctus lorsqu'on n'a pas l'aspirine. Et puis quand on va vers les thromboses de stent, on trouve un hazard ratio à 0,51, mais le nombre d'événements est extrêmement faible. Il y a 21 dans un groupe, 11 dans l'autre. Mais le signal sur ces petits événements-là est redondant. Donc on peut se poser la question quand même de savoir s'il n'y a pas des patients particulièrement à risque chez lesquels on voudrait quand même garder un peu l'aspirine un peu plus longtemps que la phase hospitalière. Moi, je pense qu'il va falloir relire les narratifs de ces événements parce que c'est le seul moyen d'y voir clair. Est-ce que c'est totalement imprévisible ou est-ce que c'est des profils de patients particulièrement à risque ischémique qu'on garderait peut-être sous aspirine un peu plus longtemps que la phase hospitalière? Mais la messe est dite, je pense. Oui, c'est quand même une très très belle étude, moi je trouve. Elle est un peu complexe à interpréter sur le plan méthodologique, mais d'abord c'est la plus grosse, c'est de loin, plus de 4000 patients. Deuxièmement, le fait qu'il y ait la randomisation sur l'aspirine coupe court à toutes sortes de discussions qu'on avait eues dans l'interprétation des essais précédents, comme Pioneer, comme Redual PCI. Là, c'est randomisé, donc il n'y a pas de biais. Et clairement, en tout cas, le fait de se passer de l'aspirine réduit de façon majeure les hémorragies. Sur les événements ischémiques, il n'y a pas de signal statistiquement significatif, il y a des petites choses. Il est possible qu'on puisse imaginer, et c'est d'ailleurs ce que dit l'éditorialiste dans le New England, Shamir Mehta, qu'il y a certains patients pour lesquels il faille quand même continuer à peut-être ne pas se passer d'aspirine. Et puis il y a un point qui est important à rappeler, c'est que l'aspirine n'est pas interrompue tout de suite après la procédure. En fait, les patients sont traités par aspirine pendant une semaine, et puis ensuite ils sont randomisés. À ce moment-là, on continue, on arrête l'aspirine. Mais comme l'aspirine agit encore de façon irréversible pendant quelques jours, ils ont eu pas loin de 10-15 jours d'efficacité antiplaquettaire. Donc c'est quand même pas totalement anodin et à prendre en compte. Je crois que ça n'incite pas, en tout cas, ça inciterait à une certaine prudence sur ne pas arrêter l'aspirine le jour de l'angioplastie. Je crois que ça, c'est pas ce qui a été testé. Il faudra se rappeler probablement de ça. Les autres essais avaient arrêté l'aspirine un peu plus tôt. Donc, on est, je pense, dans le message que l'aspirine doit être arrêtée rapidement. Je pense qu'on va voir des cotes mal taillées en fonction des gens qui traitent les patients, mais je pense que le pli est pris. Ce qui pose quand même un petit souci parce que ce n'est pas encore la pratique de manière diffuse, ce n'est pas non plus la recommandation. Et donc on a maintenant quand même 4 essais randomisés bien faits qui montrent tous la même chose. Ça va être compliqué de suivre les recommandations, en tout cas avant qu'elles soient revues, et les recommandations européennes en particulier. Alors ça c'est Augustus, donc un des grands essais. L'autre grande nouvelle, c'est les essais sur le TAVI et sur le TAVI chez les patients à faible risque, avec 2 essais randomisés qui ont comparé la chirurgie et le TAVI, Partner 3 et Evolute R. Et je dois dire que pour les cardiologues interventionnels que nous sommes, c'était une grande journée parce qu'on a des résultats qui sont impressionnants pour le TAVI. Dans Evolute R, le TAVI est clairement non inférieur à la chirurgie, avec quand même une réduction d'un certain nombre d'événements qui est plutôt favorable.
Et dans Partner 3, le TAVI fait clairement mieux que la Mm. chirurgie, en tout cas avec 1 an de suivi. Donc on n'a pas les résultats à longue distance, on n'a qu'un suivi relativement modeste, mais sur la durée du suivi, en tout cas pendant la procédure, dans les mois qui suivent, dans l'année qui suit, le TAVI sort vainqueur, et nettement vainqueur, de la comparaison à la chirurgie cardiaque. Et je pense que là, ça va vraiment changer toute la conversation qu'on a dans le Heart Team sur les places respectives de la chirurgie et du TAVI pour le traitement des rétrécissements aortiques calcifiés, même si, à l'évidence, cette conversation doit être nuancée en fonction de l'âge des patients qu'on considère. Mais chez les patients de probablement, clairement, au-delà de 75 ans et peut-être même à des âges plus jeunes, la question va se poser de y a-t-il encore une place pour un remplacement valvulaire chirurgical si les patients sont accessibles au TAVI lorsqu'ils sont à bas risque? La question va s'inverser en fait. Au lieu de se poser la question de savoir quels sont les patients avec une sclérose aortique qui ne peuvent pas aller en chirurgie parce que un certain risque, un certain âge, une certaine comorbidité, on va inverser la question. On va dire mais quels sont les patients qui ne peuvent pas avoir un TAVI et qui peuvent encore aller chez le chirurgien. Et je pense qu'en effet, il va y avoir un déplacement des indications au vu de ces 2 essais qui sont remarquables. Moi, j'étais impressionné par le taux faible des AVC, qui est un vrai souci à la fois pour la chirurgie, mais aussi pour le TAVI. Et on voit qu'avec l'avancée des études et puis maintenant l'arrivée d'une population qui est plus jeune, qui a plus faible risque, les taux d'AVC sont très faibles. C'est vraiment une complication qu'on n'aime pas. Et là, on a l'impression que c'est plus un problème. Ce qui remet aussi en perspective l'utilisation des protections carotidiennes chez ces patients-là. On se dit qu'il n'y a plus grand-chose à protéger au vu des événements rapportés. Un seul événement vraiment grave dans l'étude S3. Alors, une grande partie de la conversation maintenant va tourner autour de la durabilité des bioprothèses mises par TAVI par rapport aux prothèses chirurgicales. Et il y a eu un moment assez drôle dans la présentation où Marty Léon s'est tourné vers le chirurgien et lui a dit « Mais est-ce que tu pourrais nous donner les données solides que vous avez sur le suivi à long terme des bioprothèses chirurgicales ?» Et la raison pour laquelle il rigolait en posant cette question, c'est qu'en fait, on comprend maintenant, et en reprenant les séries, on se rend compte qu'on a assez peu de données sur le suivi des prothèses chirurgicales. Souvent, nos amis chirurgiens définissent la durabilité des prothèses en comptant le taux de réintervention chirurgicale. Mais il est clair qu'un patient très âgé qui a une prothèse qui dégénère, on ne va pas nécessairement le réopérer compte tenu de son âge avancé et de ses comorbidités, que parfois on renonce. Et donc le taux de réintervention est une sous-estimation absolument majeure de la durabilité des prothèses chirurgicales. Et finalement, les données qu'on commence à avoir maintenant sur les premières bioprothèses posées par TAVI, avec le recul notamment de l'équipe de Rouen, sont plutôt encourageantes. Alors ce sont des séries qui ne sont pas complètes, il n'y a pas 100% de suivi, il n'y a pas 100% d'échographie, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des taux de dégénérescence qui seraient prohibitifs ou beaucoup plus importants, voire même aussi importants que celles des prothèses chirurgicales. Donc je pense que le match reste ouvert, mais je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui on ait des données qui disent, compte tenu d'une durabilité établie des prothèses chirurgicales, il faudrait privilégier la chirurgie. En fait, on n'a pas de bonnes données sur la durabilité des prothèses chirurgicales. Absolument. Et ça ne peut pas être, à l'heure qu'il est, un argument pour l'un ou pour l'autre. On a trop peu de données solides du côté chirurgical. Alors après, il y a quand même la question des bicuspidies qui demeure un cas particulier qu'on discute toujours un peu plus dans nos staffs, qui sont des patients plus jeunes, qui ont moins de comorbidité, mais qui ont une valve particulière, plus calcifiée, et pour laquelle on a l'impression que le TAVI ne fait pas aussi bien que sur les valves tricuspides. Il y avait aussi une présentation sur ce sujet-là dans la même session pour dire que finalement, dans un registre, avec les ajustements appropriés, un score de propension, finalement, le TAVI se comporte bien aussi sur les valves bicuspides et qu'il n'y a pas grand-chose qui différencie ces patients-là des autres patients quand on ajuste pour tous les facteurs confondants. Donc, on a l'impression que même là où on est encore un peu hésitant, les freins se lèvent. Eh bien, merci. Voilà déjà un premier jet des grands essais qui ont été présentés à l'ACC 2019.